Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je passe avant le camion dans le giratoire. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, comme vous le savez, quand on s'insère dans un carrefour à sens giratoire, on doit on doit céder le passage aux véhicules qui viennent de gauche avant de s'insérer. Alors, attention, quand on dit de céder le passage aux véhicules venant de gauche, c'est exclusivement s'il y a des voitures dans cette zone, dans le carrefour à sens giratoire. Si par exemple, il y a des véhicules dans cette zone ou dans cette zone, vous n'avez pas à leur céder le passage. Ici, le camion est bien dans la zone où il faudra lui céder le passage. Donc ici, je vais devoir passer après le camion. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 2. Je roule à 30 km/h. Réponse A, je ralentis. Réponse B, je maintiens l'allure. Alors ici, comme vous le voyez, on roule sur une rue très étroite avec à notre droite un usager vulnérable, donc un piéton. On voit ici que le trottoir est très mince, hein. Il doit faire même pas 1 mètre de large. Alors ici, pourquoi on va devoir ralentir ? Tout simplement à cause de la notion de zone d'incertitude. Alors, regardez l'animation. Donc, je roule à 30 km/h dans cette rue étroite. Il y a donc un usager vulnérable. Et regardez, sa zone d'incertitude, celle d'une personne adulte, c'est environ 1 mètre de rayon. Donc, sa zone d'incertitude, elle se situe sur la route. Donc, il y a des chances que cet usager, je sais pas, trébuche ou je sais pas, perde l'équilibre et se retrouve sur la route lorsque je passe. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir. Pour tous ceux qui entendent pour la première fois la notion de zone d'incertitude, je vous encourage fortement à aller dans la formation parce qu'on va pas avoir le temps de la développer ici. Et que ce sont des questions récurrentes à l'examen du code de la route. Pour répondre à la question, je roule à 30 km/h. La bonne réponse est la réponse A, je ralentis. Question numéro 3. La présentation du permis de conduire lors d'un contrôle de police est obligatoire. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, plusieurs documents sont obligatoires à bord du véhicule et donc lors d'un contrôle de police. Tout d'abord, vous avez le permis de conduire. Ensuite, vous avez une preuve du contrôle technique. Ça peut être soit la vignette que vous collez sur le certificat d'immatriculation ou la vignette sur le pare-brise. Et enfin, le certificat
d'immatriculation. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous vont dire « Ah, bah, t'as oublié quelque chose, hein, et l'assurance alors ?» Alors, non, l'assurance n'est pas obligatoire lors d'un contrôle de police depuis avril 2024. Donc, pour en savoir plus, je vous conseille d'aller dans la formation. Donc ici, est-ce que la présentation du permis de conduire est obligatoire lors d'un contrôle de police? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Je tourne à droite. Je cède la priorité aux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, tu vois, on est dans une intersection qui est régie par des feux. Si tu remarques bien, donc à droite, il y a le piéton, mais il y a aussi le feu du piéton qui, lui, est au vert. À savoir que dans une intersection, ce sera toujours comme ça. Si, regardez, là, on est la voiture rouge en bas. Et donc, si toi, le feu est vert pour toi, et que tu veux tourner dans une rue perpendiculaire à l'intersection, alors il sera vert pour le piéton. Et ce sera toujours comme ça. Donc, ici, bien sûr, on cède la priorité au piéton. Sinon, c'est un refus de priorité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. Il est obligatoire de mettre un dispositif antidérapant lors des épisodes neigeux en tout temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une notion qu'on a vue vraiment à plusieurs reprises, que ce soit dans la formation ou dans les vidéos YouTube. Concernant les dispositifs antidérapants, en fait, ils sont obligatoires seulement entre le 1er novembre et le 31 mars dans 34 départements qui sont soumis à l'obligation. En général, vous trouverez ce panneau qu'on appelle le panneau B58 à l'entrée des zones de prescription. Donc ici, est-ce qu'il est obligatoire de mettre un dispositif antidérapant lors des épisodes neigeux en tout temps? La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 6. Je tourne à gauche. Je cède la priorité. Réponse A, au piéton. Réponse B, à gauche. Réponse C, à droite. Alors, tout d'abord, vous voyez bien qu'il y a un piéton qui s'engage sur le passage piéton. Donc, je devrais tout d'abord céder la priorité au piéton. Ensuite, ici, on est dans une intersection en T, qui est gérée ni par une signalisation verticale, ni par une signalisation horizontale. Donc, ici, la règle de priorité qui s'applique, c'est la priorité à droite. Je dois donc céder la priorité au véhicule venant de droite avant de pouvoir tourner à gauche. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 7. Sur cette route, je peux circuler à réponse A, 50 km/h, réponse B, 70 km/h, réponse C, 80 km/h. Alors, je pense que vous le savez déjà, lorsque on a un panneau d'entrée d'agglomération, ce panneau inclut
2 autres panneaux que vous ne voyez pas. D'accord ? Mais c'est inclus dedans. Donc, un panneau d'entrée d'agglomération signifie également que le klaxon est interdit sauf danger imminent et que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Alors, le petit souci qu'on a, c'est que juste après ce panneau, on a un panneau de limitation de vitesse à 70 km/h. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Étant donné qu'on rentre dans l'agglomération, donc la règle générale, c'est que la vitesse est limitée à 50 km/h. Cependant, il peut y avoir des exceptions à l'intérieur de l'agglomération, si c'est indiqué, soit par une signalisation verticale comme ici, ou soit aussi par une signalisation horizontale. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, après le panneau de limitation de vitesse, je pourrais rouler à 70 km/h ou même à 50 km/h. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 8. Mon véhicule n'a pas de place arrière. Je peux transporter réponse A, un adulte, réponse B, un enfant de 9 ans, réponse C, un enfant sur un siège à coque face à la route. Alors, j'adore cette question parce que ça montre si oui ou non vous connaissez bien le code de la route. D'ailleurs, par exemple, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un siège à coque, ça va être compliqué de répondre à cette question. Bon, c'est pas grave, hein, vous êtes là pour apprendre, vous êtes dans un processus pédagogique, donc c'est ce qu'on va faire. Alors, pour répondre à cette question, il faut déjà revenir sur la réglementation. Il faut que tu saches que y a 2 catégories de passagers. Tu as les passagers de plus de 10 ans et les passagers de moins de 10 ans. Alors, les passagers de plus de 10 ans, eux, peuvent s'installer sur les places arrière et sur les places avant d'un véhicule. Par contre, les passagers de moins de 10 ans, eux, ça va être vraiment différent. Premièrement, ils devront être installés sur des sièges adaptés répondant à une certaine homologation. C'est ce qu'on va voir après. En plus de ça, les enfants de moins de 10 ans ne peuvent pas s'installer à l'avant d'un véhicule. Ils sont obligés d'être installés à l'arrière. Par contre, il y a 3 exceptions. Donc, tu peux installer un enfant de moins de 10 ans à l'avant si le véhicule ne dispose pas de place arrière, si toutes les places arrière sont déjà occupées par des enfants de moins de 10 ans, et si tu utilises un siège à coque, alors un siège à coque c'est ça, que tu places dos à la route et en désactivant l'airbag passager. Alors, pour répondre à la question, il faut revenir à quels sont ces sièges adaptés pour les enfants de moins de 10 ans. Alors, ces sièges adaptés répondent à une réglementation qui va découler une homologation. Alors, il existe 2 homologations pour les sièges enfants. Vous avez l'ancienne homologation, qu'on appelle l'homologation R44. Tiens, d'ailleurs, je vous ai mis ici l'étiquette qu'il y a sur ces sièges. Donc, vous voyez bien, il y a marqué en bas R44. Et cette homologation classifie les sièges selon le poids de l'enfant. Vous voyez ici, il y a marqué 9 kg, 18 kg. Ça, c'est l'ancienne réglementation, on ne va pas en parler. La nouvelle réglementation, elle, c'est ce qu'on appelle la réglementation R129. Donc, si vous regardez bien, ici, c'est l'étiquetage qu'il y a sur les sièges de cette homologation. Donc, il y a bien marqué ici le numéro de l'homologation, 129, et cette homologation classifie les sièges selon
cette fois-ci la taille de l'enfant. Et regardez ici, il y a marqué quoi? 100, 150 cm. Alors, dans cette homologation, il existe 3 grands types de sièges pour enfants. Tout d'abord, vous avez le siège à coque qu'on a vu tout à l'heure. Donc ce siège à coque, c'est pour les enfants qui mesurent jusqu'à 83 cm. Ce siège à coque, vous pouvez le placer à l'arrière du véhicule face à la route, mais également à l'avant du véhicule, à condition qu'il soit placé dos à la route et que l'airbag passager soit désactivé. Ensuite, vous avez le siège qu'on appelle baquet, qui sont adaptés pour les enfants qui ont une taille allant jusqu'à 1 mètre. Ces sièges baquets, vous pouvez seulement les installer à l'arrière du véhicule, donc face à la route. En dernier lieu, vous avez ce qu'on appelle le siège avec dossier. Ça, c'est pour les enfants de moins de 10 ans qui mesurent plus de 1 mètre. Ce siège-là, vous pouvez les placer à l'arrière du véhicule, mais également à l'avant du véhicule. Par exemple, si les sièges arrière sont déjà occupés par des enfants de moins de 10 ans ou si la voiture ne dispose pas de siège arrière. Alors attention, ce siège-là, vous n'avez pas le droit de le placer dos à la route. Ce siège-là, il faut le placer face à la route. Et il faut activer cette fois-ci l'airbag passager, contrairement au siège à coque. Donc maintenant que vous savez tout ça, pour répondre à la question, regardez bien la question. Il y a écrit « Mon véhicule n'a pas de place arrière ». Donc on est dans la condition où ce véhicule ne dispose pas de place arrière. Est-ce que je peux transporter un adulte? Alors ça oui, un adulte peut aller n'importe où, à l'avant, à l'arrière. En plus ici, l'airbag passager est activé. Donc oui. Est-ce que je peux transporter un enfant de 9 ans? Bah oui, pourquoi? Bah parce que mon véhicule n'a pas de place arrière. On est dans une des exceptions à la règle. Et en plus de ça, regardez, l'airbag est activé. Donc, la réglementation, là, elle est totalement satisfaite. Est-ce que je peux placer un enfant sur un siège à coque face à la route? Bah non. Alors déjà qu'on n'a pas le droit d'installer un siège à coque à l'avant face à la route, c'est dos à la route. Et en plus, regardez ici, l'airbag passager est activé. Donc on a 2 fois pas le droit. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 9. L'acuité visuelle minimale pour la conduite est de réponse A, 5 dixièmes, réponse B, 8 dixièmes. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'acuité visuelle? L'acuité visuelle, c'est la capacité de discerner un objet à une certaine distance. En fait, elle est mesurée chez l'ophtalmologue. Vous savez, quand vous allez chez l'ophtalmologue, il vous fait lire à une certaine distance un petit tableau avec des lettres de plus en plus petites. C'est comme ça qu'on mesure l'acuité visuelle. Donc, vous devez avoir une acuité visuelle supérieure à 5 dixièmes pour être autorisé à conduire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 10. Les chances de survie d'un piéton après un choc avec une voiture à 30 km/h est de A. 90%, B. 50%. Alors ça, encore une fois, c'est du cours. C'est du cours à 100%. Je vous incite vraiment à aller dans la formation. C'est pas des choses que vous pouvez deviner. Donc là, comme vous voyez sur le tableau, le pourcentage, les chances de survie d'un piéton après un choc à 30 km/h est de 90%. Et il est de 20% après un choc à 50 km/h et quasi nul après 60 km/h. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A.
Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 11. Avant d'ouvrir la portière, je vérifie la présence d'usagers. Sur mon rétroviseur, oui réponse A, non réponse B. En vision directe, oui réponse C, non réponse D. Alors bien sûr, avant d'ouvrir ma portière, je vérifie sur mon rétroviseur s'il n'y a personne derrière. Mais, comme vous le savez, on a les angles morts. Donc je fais également une deuxième vérification en vision directe. À savoir que l'ouverture intempestive de la portière d'un véhicule est sanctionnée par une contravention de première classe et une amende de 11 €. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 12. Je peux dépasser le véhicule blanc. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, on se remet la vidéo. Regardez bien le rétroviseur intérieur et extérieur. On voit un véhicule qui se rapproche, qui grossit dans les rétros. Jusqu'à ce que, regardez là, hop, on le voit plus. Donc, il est passé dans l'angle mort. Donc ici, est-ce que je peux dépasser le véhicule? Bah, la réponse est non. Question numéro 13. Ce panneau indique un passage à niveau. A, avec barrière. B, avec un feu. C, sans demi-barrière ni barrière. Alors, question simple, réponse simple. Ce panneau annonce un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 14. Durant la période hivernale, je dois équiper mon véhicule ou posséder un dispositif antidérapant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les pneus neige ou hiver doivent être montés sur toutes les roues. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le panneau que tu vois
À droite, c'est un panneau d'entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Alors, là, normalement, 2 questions viennent à toi. C'est qu'est-ce que ces équipements et qu'est-ce que la période hivernale? Alors, il faut que tu saches que la période donc hivernale, elle va du 1er novembre au 31 mars. Donc ça veut dire qu'il est obligé d'équiper son véhicule de dispositifs antidérapants entre le 1er novembre et le 31 mars, seulement dans 34 départements. Alors, maintenant, qu'est-ce que sont ces équipements obligatoires? Ces équipements obligatoires sont des dispositifs antidérapants. Alors, ça nous amène pas très loin. Donc, c'est quoi des dispositifs antidérapants? Alors, il existe 2 types de dispositifs antidérapants. Vous avez les dispositifs antidérapants amovibles et vous avez les dispositifs antidérapants qu'on appelle les pneus hiver. Alors, concernant les dispositifs antidérapants amovibles, alors, vous avez tout d'abord les chaînes métalliques. Ensuite, vous avez également ce qu'on appelle les chaussettes. C'est comme des chaînes, mais en textile, en matière textile. Concernant maintenant les pneus hiver. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par pneus hiver? Les pneus hiver, ça va être les pneus qui ont le petit symbole 3PMSF. Ça veut dire Three Peak Mountain Snowflake. Donc, pour être considérés comme pneus hiver, ces pneus doivent avoir cette appellation, donc être estampillés par ce petit logo 3PMSF. Bon à savoir, vous devez équiper vos pneus hiver sur toutes les roues de votre véhicule, qu'elles soient motrices ou non. Donc, pour répondre à la question, durant la période hivernale, je dois équiper mon véhicule ou posséder un dispositif antidérapant. La bonne réponse est la réponse A. Les pneus neige doivent être montés sur toutes les roues. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 15. La voie de droite est réservée aux poids lourds. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on est sur une route hors agglomération, séparée par un terre-plein central. La voie de droite, comme on le voit avec les lignes épaisses discontinues, est une voie donc réservée. Alors, elle est réservée à qui? Cette voie, elle est réservée aux véhicules lents. Et des véhicules lents, il peut y en avoir plusieurs. Des poids lourds peuvent avoir une vitesse lente, peuvent être considérés comme des véhicules lents, mais des voitures aussi peuvent avoir une vitesse lente. Alors, c'est quoi une vitesse lente quand on parle de voies réservées aux véhicules lents? C'est tous les véhicules qui ont une vitesse inférieure à 60 km/h. Donc ici, la voie, elle n'est pas réservée spécifiquement aux poids lourds, elle est réservée à tous les véhicules qui ont une vitesse inférieure à 60 km/h. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 16. Pour un permis probatoire, la vitesse maximale autorisée est de A. 80 km/h, B. 90 km/h. Alors, ici, on est dans une route à double sens avec créneau de dépassement. Donc, lorsqu'on regarde le tableau des vitesses autorisées selon les routes et selon le temps,
on voit que ici, un probatoire a une vitesse maximale autorisée de 80 km/h, alors qu'une personne qui n'est pas en probatoire a une vitesse maximale autorisée de 90 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 17. En attendant les secours, je donne à boire à la personne accidentée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je déplace la personne, si elle est mobile, en dehors de la chaussée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, petit rappel, lors d'un accident avec dommages corporels, oubliez pas la règle du PAS, du pas. Donc, protéger tout d'abord, alerter, et ensuite secourir. Ici, la question précise en attendant les secours, c'est-à-dire que l'étape de protéger et d'alerter a déjà été réalisée. Alors, comment s'occuper d'une personne qui doit être secourue ? Alors, tout dépend de deux choses. Est-ce qu'elle est consciente ou est-ce qu'elle est inconsciente ? Alors, si elle est consciente et qu'elle peut se déplacer, alors effectivement, on l'aide à sortir de la chaussée. Voilà. Une fois en dehors de la chaussée, on lui donne une petite couverture de survie et on lui parle. On n'arrête pas de lui parler. C'est très important parce que ça permet de garder la personne consciente. Alors, si elle est inconsciente, alors là, c'est différent. Donc, toujours, on ne donne ni à boire ni à manger, quoi qu'il arrive, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Dans ce cas-là, vu qu'elle est inconsciente, on va la mettre en ce qu'on appelle en PLS, en position latérale de sécurité. Une fois que la position latérale de sécurité a été mise en place, pareil, on lui met par-dessus une couverture de survie et on attend les secours. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 18. Je roule à 71 km/h. Je peux dépasser le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si on regarde le compteur, effectivement, on roule à 71 km/h. Or, que nous dit la signalisation ? On a devant nous deux panneaux d'interdiction qui sont des panneaux d'indication de vitesse maximale autorisée qui nous disent qu'il est interdit de dépasser 70 km/h. Donc ici, je dépasse pas, je reste derrière le camion en mettant en place une distance de sécurité adéquate. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 19. Le système e-call s'active automatiquement en cas d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Bon, bah là, c'est du cours, hein, c'est purement du cours. Je vous invite à aller dans la formation, dans la plateforme en ligne, si vous avez des mal avec des notions de cours. Donc ici, effectivement, le système e-call s'active automatiquement en cas d'accident. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 20. Je circule sur autoroute. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 130 km/h. Réponse B, 50 km/h. Réponse C, 110 km/h. Réponse D, 100 km/h. Alors, effectivement, ici, on roule sur autoroute. Comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, vous voyez bien que lorsqu'on a une visibilité inférieure à 50 mètres, alors la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 21. Placé à cet endroit, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors déjà, la signalisation indique qu'il est interdit de stationner et de s'arrêter sur une distance de 750 mètres. Par contre, cette interdiction commence à partir de l'implantation du panneau et se finira dans 750 mètres. Donc, normalement, je pourrais m'arrêter et stationner avant le panneau. Oui, mais là, il y a une règle générale, en fait, qui vous interdit de stationner ou de vous arrêter devant un panneau quelconque. Hein, devant toute signalisation, vous n'avez pas le droit ni de vous arrêter, ni de vous stationner. Donc, dans ce cas-ci, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 22. Le véhicule à droite sort d'une voie privée. Réponse A. Ce véhicule est prioritaire. Il bénéficie de la priorité à droite. Réponse B. Ce véhicule n'est pas prioritaire. Il doit céder la priorité aux véhicules sur la route. Alors, ici, on a un véhicule qui sort d'une voie privée. Donc, il n'a pas la priorité à droite. Parce qu'il sort d'une voie privée. Il n'est pas sur la route. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 23. Je tourne à droite. Réponse A. Je laisse passer le piéton, puis je passe. Réponse B. Je passe avant le piéton. Alors ici, si vous regardez bien, le piéton est déjà engagé. Donc, je le laisse passer par mesure de sécurité. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Le bus tourne sur ma rue.
il risque d'empiéter sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a affaire à un poids lourd. De par leur grande dimension, ils ont un rayon de braquage bien plus grand que celui d'une voiture. Donc, effectivement, ils risquent d'empiéter sur ma voie. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. Je peux utiliser A. Mes feux de route, B. Mes feux de croisement. Alors, ici, on roule de nuit dans une chaussée éclairée, hors agglomération. Donc, j'utilise mes feux de croisement. Je n'ai pas le droit d'utiliser mes feux de route. La bonne réponse est la réponse B. Encore une fois, ce type de question, c'est vraiment du cours. Donc, si vous vous êtes trompé, il faut absolument que vous révisiez votre cours. On a mis en place une formation pour vous. Donc, formez-vous. Formez-vous parce que ce type de question revient très souvent dans les nouveaux examens du code de la route. Surtout qu'on a mis en place donc une plateforme pédagogique, donc une formation qui vous permet de vous aider à passer le code. Il y en a pour tous les budgets. Ça commence à 9,90 €. Donc, regardez ce que va vous coûter le fait de rater le code. Il me semble que c'est 30 € à chaque fois que vous passez l'examen. Et le fait d'être formé. Je veux dire, il n'y a pas photo. En plus, vous allez avoir toutes les fiches pédagogiques, toutes les vidéos, tous les examens blancs issus de la nouvelle réforme. Donc, n'hésitez pas à aller dans la formation en lien dans la description si vous voulez être tranquille et passer le code tranquillement. Je vous invite fortement à aller dans la formation. Hein, on vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre. Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que tu as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que tu as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, tu as été mal formé parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de pas vouloir te former parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, tu es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 €, quoi, un peu moins. C'est 1800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 €. Donc voilà, écoutez, on passe à la prochaine question. Question numéro 26. Ce véhicule sort de sa place de parking. Réponse A, je freine brusquement. Réponse B, je place mon pied devant le frein. Réponse C, j'accélère.
Alors, dans cette situation, on a devant nous donc une voiture qui souhaite sortir de sa place de parking et regarder le rétroviseur intérieur. On a une voiture qui nous colle de très proche. Donc, si je freine brusquement, ce qui va se passer, c'est que la voiture derrière risque de me taper. Si j'accélère et que la voiture sort brusquement de son emplacement, je risque aussi, moi, de taper la voiture qui sort de son emplacement de parking. Donc ce que je fais ici, c'est que je maintiens mon allure et je place mon pied devant le frein au cas où, si la voiture sort brusquement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 27. À bord d'un véhicule, il est obligatoire de posséder A. Un certificat d'immatriculation, B. Le carnet d'entretien, C. Le PV du contrôle technique. À bord d'un véhicule, il n'est pas obligatoire de posséder le PV du contrôle technique. Il n'est pas non plus obligatoire de posséder le carnet d'entretien. Par contre, il est obligatoire de posséder le certificat d'immatriculation. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 28. Cette signalisation indique une circulation à sens unique pour les véhicules motorisés. Oui, réponse A, non réponse B. Une circulation à double sens pour les cyclistes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce panneau donc d'indication nous indique par une flèche continue que la circulation est à sens unique pour les véhicules motorisés. Quant aux cyclistes, en fait, comme vous pouvez le voir sur le panneau, on a un petit vélo avec une flèche dans l'autre sens. Donc les vélos peuvent venir dans le sens inverse à la circulation des véhicules motorisés. Par contre, ils peuvent aussi venir dans le sens des véhicules motorisés. Donc pour les cyclistes, la circulation est à double sens. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 29. Mélanger alcool et médicaments augmente les risques d'accident. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, tout mélange de drogues vont augmenter les risques d'accident. La polyconsommation va augmenter les risques d'accident sur la route. Et pour ceux qui se disent dans leur tête, mais attends, t'es en train de parler de drogue, et là la question parle des médicaments. Oui, mais les médicaments, c'est de la drogue. Ce sont des drogues. D'ailleurs, c'est pour ça que le médecin, quand il vous fait une prescription, il vous fait une prescription pendant une durée limitée. Parce que ce sont des vraies drogues. Par exemple, si vous prenez de la codéine à la pharmacie, la codéine, c'est de la drogue. Il y a des gens qui se droguent avec pour de vrai. Donc, ici, la polyconsommation va effectivement augmenter le risque d'accident. La bonne réponse est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 30. Ce pictogramme est un voyant. Réponse A, de plaquettes de frein. Réponse B, de liquide de freinage. Réponse C, de frein à main. Réponse D, de frein moteur.
Bon, encore une fois, c'est une question vraiment très simple, hein, de cours basique. Ça, c'est le pictogramme de plaquette de frein, tout simplement. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 31. Une conduite éco-responsable, c'est A. Rouler en sur-régime. B. Alléger le véhicule. C. Rouler moins vite. D. Limiter la climatisation. Alors, une conduite éco-responsable, c'est une conduite qui est écologique et économique. Alors, pour ça, dans l'information, j'ai mis ce schéma que vous voyez ici et qui répertorie en fait les comportements à avoir pour une conduite éco-responsable. Donc, parmi ces comportements, il y a effectivement le fait de rouler moins vite, de limiter la climatisation, hein, très important, et d'alléger le véhicule. Par contre, le fait de rouler en sur-régime ne vous permettra pas d'avoir une conduite éco-responsable. Bien au contraire. Rouler en sous-régime ou en sur-régime va vous faire consommer plus. Donc les bonnes réponses sont les réponses B, C et D. Question numéro 32. Les deux véhicules vont se croiser. Le véhicule sombre doit faciliter le passage au véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est une question très intéressante parce qu'elle fait appel à des notions de cours basiques très importantes. Donc là, on va parler des croisements, notamment des croisements difficiles. Donc ici, on est dans le cas où on a une pente et deux véhicules vont se croiser. Ces deux véhicules font partie de la même catégorie de poids. Donc ce sont des véhicules qui ont un PTAC inférieur à 3,5 tonnes. On appelle des véhicules légers. Donc ici, dans ce cas-là, c'est au véhicule qui descend de faciliter le passage au véhicule qui monte, car il est plus dur de monter que de descendre. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Alors, je voulais juste porter attention à cette question parce que, en fait, là, vous avez vu, on a vu un cas des croisements, ce qu'on appelle les croisements dépassements, c'est une notion de cours. Il me semble que c'est dans le thème la circulation. Ça, c'est juste 1/20 de la notion de croisement-dépassement. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup d'entre vous, vous faites des séries pour apprendre le code de la route. Ce que vous savez pas, c'est que dans les séries, on ne fait que répondre à des questions ponctuelles et précises. On ne va pas voir toute la notion dans sa globalité. Donc il y a plein de choses que vous n'allez pas connaître. Et donc que vous n'allez pas intégrer et assimiler. Voilà. Je vous dis ça pour que vous compreniez bien que se former, c'est important parce que en faisant des tests, vous pensez connaître, vous pensez apprendre, alors que pas du tout. Vous êtes seulement en superficie des choses. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous ratent le code de la route. N'oubliez pas que le code de la route, c'est 40% de taux d'échec. Aussi parce que la plupart d'entre vous, vous révisez votre code de la route en faisant des tests. Alors que les tests, c'est seulement pour les personnes qui connaissent déjà très bien leur code de la route et qui font entre 0 et 7 fautes. Maximum. Hein. Maximum. Sur les 5 dernières séries. Hein. Je vous incite vraiment à bien connaître votre code de la route. Allez dans la formation, si par exemple là vous avez du mal, si vous ne connaissez pas tous les autres types de croisements et de dépassements, allez dans la formation, formez-vous tranquillement. Et ensuite, faites des tests. Voilà. Ça, c'est la méthode pédagogique. Allez, on passe à la prochaine question.
Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. La quantité d'alcool dans un verre de vin est la même que dans un verre de vodka. Oui, réponse A, non, réponse B. Pour un probatoire, l'alcoolémie maximale autorisée est de réponse C, 0,2 g par litre de sang. Réponse D, 0,1 mg par litre d'air expiré. Alors comme tu le vois sur cette image que tu retrouveras dans la formation, les verres d'alcool sont différents selon la nature de l'alcool. Tu vois bien par exemple qu'un verre de bière est beaucoup plus grand qu'un verre de vin. Hein, un verre de bière c'est 25 centilitres, un verre de vin c'est 10 centilitres. Par conséquent, en fait, il y a exactement la même quantité d'alcool dans un verre de vin que dans un verre de bière. Et cette quantité est de 10 grammes d'alcool par verre. C'est ce qu'on appelle des verres standardisés. Ensuite, pour la deuxième partie de la question. Pour un probatoire, l'alcoolémie maximale autorisée est de 0,2 g par litre de sang, qui équivaut à 0,1 mg par litre d'air. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A, C et D. Question numéro 34. Le pictogramme de niveau 3 indique réponse A, de rouler avec précaution. Réponse B, de demander l'avis d'un pharmacien. Le pictogramme de niveau 1 indique réponse C, d'être vigilant. Réponse D, de ne pas conduire sans lire la notice. Alors là, encore une fois, une question de cours. C'est soit vous savez, soit vous savez pas. Alors, donc vous savez que ces pictogrammes sont les pictogrammes qu'il y a sur les médicaments. Donc le pictogramme de niveau 3 vous informe que pour reprendre la conduite, il faut demander l'avis d'un médecin et non pas d'un pharmacien. Concernant le pictogramme de niveau 1, il vous indique de ne pas conduire sans avoir lu la notice. Donc ici, la bonne réponse est la réponse D. Question numéro 35.
Si je dépasse de 20 km/h la vitesse maximale autorisée, j'encours. Réponse A, un retrait de 2 points. Réponse B, une amende seulement. Alors, si tu dépasses de 20 km/h la vitesse maximale autorisée, tu seras sanctionné par une amende et un retrait de 2 points sur ton permis de conduire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. La chaussée est habituellement en sens unique. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, on voit qu'on est dans une chaussée avec des travaux et comme le panneau jaune le montre, à double sens. Mais habituellement, regardez encore sur le côté gauche, on a une ligne blanche. Donc habituellement, cette route était en sens unique. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse A. Question numéro 37. Ma batterie est déchargée. Je recharge ma batterie à l'aide d'un autre véhicule. Pour cela, je branche les bornes positives entre elles et les bornes négatives entre elles. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, tu vois, c'est une question importante de manière pratique, mais aussi parce que c'est des questions qui tombent de plus en plus lors des examens de la nouvelle réforme, donc des nouveaux examens du code de la route. Le plus simple ici, c'est que je t'apprenne en fait toutes les étapes pour pouvoir recharger ta batterie lorsqu'elle est déchargée à l'aide d'un autre véhicule. Et ça va te servir vraiment toute ta vie. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment recharger une batterie. Donc ici, on va voir comment on la recharge. Alors, ici, comme tu le vois dans ce schéma, à droite, il y a le véhicule qui n'est pas en panne, en fait, qui a le véhicule chargé, vous voyez, avec la batterie verte. Et à gauche, le véhicule avec une batterie déchargée, donc rouge. Alors, tout d'abord, on va, moteur éteint, tous les deux moteurs éteints, on va brancher la borne plus du moteur valide avec la borne plus du moteur du véhicule en panne. Deuxième étape, on va brancher la borne négative de la batterie qui fonctionne à la borne négative de la batterie qui fonctionne pas. Alors attention, parfois les bornes négatives ne sont plus accessibles, surtout dans les nouvelles voitures, dans les nouveaux véhicules. Donc vous le branchez sur n'importe quelle partie métallique de votre véhicule. Essayez de prendre une partie métallique qui n'a pas de peinture. Voilà. Plutôt des parties galvanisées même, ce serait beaucoup mieux. Alors, une fois que les raccords sont faits, on démarre la voiture qui a une batterie qui fonctionne. On attend quelques minutes. Et là, on démarre la voiture qui a la batterie déchargée. Donc, une fois que c'est fait, on laisse, vous laissez quelques minutes la batterie se recharger. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous retirez tout d'abord les bornes négatives, donc le fil noir, et ensuite les bornes positives. En fait, vous faites l'inverse, tout simplement.
Donc voilà comment on charge une batterie qui est déchargée. Donc ici, pour répondre à la question, donc la bonne réponse est la réponse A. Effectivement, je branche les bornes positives entre elles et les bornes négatives entre elles. Bien sûr, il faut respecter l'ordre qu'on vient de voir. Question numéro 38. Dans un établissement servant de l'alcool, la quantité d'alcool par verre est la même, peu importe le verre et le type d'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, en France, les professionnels de la vente d'alcool, c'est-à-dire les bars, les restaurants, ont en fait des verres standardisés. Donc, chaque verre représente 10 grammes d'alcool. Que ce soit un verre de vin, un verre de champagne, un verre de bière, un verre de whisky ou un digestif, peu importe le verre ou la nature de l'alcool, tu auras à l'intérieur 10 grammes d'alcool pur. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire qu'il te manque certaines notions essentielles. Ça ne veut pas dire que tu ne connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser. Tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau.
Vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Je suis sur autoroute. La vitesse maximale d'un poids lourd est de A. 90 km/h, B. 110 km/h. J'ai passé ma période probatoire. Je peux dépasser le camion. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, vous devez savoir une chose. Sur autoroute, la vitesse maximale d'un poids lourd est de 90 km/h. Ça, c'est une obligation pour eux. Ensuite, deuxième question. J'ai passé ma période probatoire, je peux dépasser le camion. Alors, ici, on roule sur autoroute. N'oubliez pas ce document que vous pouvez retrouver dans la formation qui indique toutes les vitesses maximales selon les types de routes. Donc, je suis sur autoroute et en plus, j'ai passé ma période probatoire. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. Le camion roule à 90 et moi, regardez, je roule à 122 km/h. Donc, effectivement, ici, je peux dépasser le camion. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 40. Je charge mon vélo à l'arrière, je m'assure que les feux et la plaque d'immatriculation soient visibles. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors oui, effectivement, vos feux et vos plaques d'immatriculation doivent toujours être visibles. Peu importe la situation. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.